Donc, ce qu'Isabelle m'a demandé, ou en tout cas, c'est effectivement euh, de venir témoigner de mes 5 ans, on va dire, parce que c'est à peu près ça, même si c'est 25 ans de mobilité derrière moi, mais c'est surtout les 5 dernières années qui sont plus parlantes et qui sont plus en lien avec le sujet d'aujourd'hui. Ce que je vous propose, j'ai à la fois plein de trucs que je peux vous raconter et à la fois j'ai rien préparé. Voilà. Donc, pour lancer le truc, et ce que j'ai dit moi Isabelle, c'est que j'ai vraiment horreur de parler tout seul et je préfère qu'il y ait du ping-pong et qu'on me dise mais ce que tu racontes c'est de la merde et c'est pas ça, ou au contraire c'est intéressant et c'est bien, ou voilà, enfin j'ai envie de plutôt avoir de l'échange. Euh, Peut-être pour lancer le truc et pour faire le brise-glace, c'est vous raconter en 5 minutes pourquoi je suis là et pourquoi on se connaît et ce que j'ai un peu fait ces dernières années. Ça peut vous donner des accroches et des aspérités. Je peux vous délivrer 2, 3 trucs que j'ai dans la tête, voilà. Mais après, vraiment, l'idée, c'est enfin, on va voir où ça part. Je sais pas. Donc, je m'appelle Laurent Eisenman. Je bosse à la SNCF depuis 25 ans. En fait, j'ai bossé qu'à la SNCF après mes études. Je suis rentré un peu par hasard dans cette boîte, voilà, à la direction juridique. J'étais un juriste de formation. Quand on a dit qu'il y en a qui sont ingénieurs et tout ça, enfin, voilà, bref. Ça m'a très, très vite fait chier au bout de 2 ans. J'ai dit, c'est pas possible, je peux pas faire ça toute ma vie. Bref, je veux pas vous la faire, mais voilà. Donc, j'ai eu 5 ou 8 postes dans la SNCF, ce qui était un établissement public qui est devenu des sociétés anonymes, voilà. Et mon dernier poste à la SNCF, avant que je migre au mois de juin, dans une filiale du groupe SNCF qui s'appelle Kizio, mais peu importe, on s'en fout aujourd'hui, j'étais à la direction innovation et recherche. La direction innovation et recherche du groupe SNCF, de la SA de tête. Et on m'a demandé pendant 5 ans de faire 2 choses. De ne pas travailler sur le train et de travailler sur les mobilités rurales. Donc pendant 5 ans, j'ai piloté un programme qui s'est appelé Nouveaux usages et services ruraux, où je ne travaillais pas pour le train et je ne travaillais pas pour la densité, l'affluence, l'urbain, tout ce que vous voulez, mais pour les territoires ruraux. Pourquoi est-ce qu'on m'a demandé de faire ça? On m'a demandé de faire ça parce que d'abord, quand on est un opérateur assez monopolistique, à capital 100% public, eh ben on se dit que c'est pas inintéressant que cette boîte-là passe un peu de sous, de jus de cerveau, de temps, d'argent sur ces mobilités-là, qui sont devenues depuis... est-ce que c'est le Covid? Est-ce que c'est les Gilets jaunes? Est-ce que c'est avant? Est-ce que, enfin, on met le curseur où on veut, mais qui sont devenues ces mobilités rurales un peu plus émergentes, un petit peu plus visibles, et qu'on s'est rendu compte quand l'INSEE a effacé ce qu'elle nous avait mis dans la tête depuis des années, que la France était urbaine à 80%, et que le reste était, pardon, je vais le dire comme ça, des QTE qui avaient des tracteurs, et tant pis pour eux, ou tant mieux, mais ils avaient besoin de rien. En 2018, 19, je sais plus, ils ont refait ce fameux gradient de densité, et ils se sont dit, ah, mais au final, c'est peut-être quand même plus d'un tiers de la population qui vit dans un habitat ou dans des territoires qui ne sont pas des territoires denses et urbains, et qui ressemblent plus même dans du périurbain, à de l'habitat rural. Et que quand tu dis que y a plus d'un tiers des Français qui vivent dans ce type d'habitat, peut-être qu'il y a encore plus une urgence à se préoccuper de ces gens-là. Après, il y a toute cette injonction qu'on entend du système bagnole, que la voiture, c'est écologiquement pas bien, que la voiture, c'est économiquement devenu quelque chose de très cher, que la voiture patati, que la voiture patata, je vous la passe pas, vous connaissez ça par cœur ici, et que donc, il faut trouver des alternatives. Alors moi, je dis des alternatives non pas à la voiture, des alternatives à l'usage individuel, autosoliste dans le jargon, hein, de la voiture. Mais le système bagnole, il est là, il est encore là pendant très longtemps. Moi, je mets ma main au feu que dans 25 ans, on se revoit, et oui, et il y aura toujours des voitures. Alors, des voitures comment? Des voitures utilisées par qui? Des voitures partagées, pas partagées, je sais pas, mais en tout cas, la voiture, elle est là. Voilà. Et donc, on m'a demandé de mettre en place, d'étudier, de travailler sur des nouvelles expérimentations de mobilité hors train pour les territoires ruraux. De mettre en vrai... L'avantage de bosser dans un groupe comme la SNCF, même si on dit qu'il n'y a pas d'argent partout, c'est qu'on sait mettre un petit peu d'argent quand même
dans ces trucs-là, et j'ai eu, moi, je considère assez de moyens pour mettre en place des expérimentations en live, à l'échelle 1, sur des territoires, et de tester les trucs. Alors, comment on dit qu'on fait de l'innovation et recherche? Là aussi, en général, c'est du matériau composite, de la technologie, des trucs lourds, le train, le machin et tout ça. Moi, je ne suis pas sur la technologie, je suis sur de l'innovation sociale, sur de l'innovation design de service, sur de l'innovation de l'apport des sciences comportementales dans tout ça. Et de dire, en fait, toutes les mobilités alternatives dont on parle, on les connaît déjà, elles sont là. Alors, il y a les VLI, l'extrême défi, il y a l'autostop, super innovation l'autostop, l'autopartage, le covoiturage, les vélos électriques, musculaires, enfin dans toute la gamme qu'il y a. Bon voilà, enfin toutes ces mobilités-là, elles sont là, elles existent, il n'y a rien de nouveau à faire. En revanche, il y a une manière nouvelle de les ramener dans les territoires ruraux et de les faire adopter comme nouveaux comportements. Non pas pour dire que, encore une fois, la bagnole, c'est pas bien, il faut pas, machin et tout ça. Juste, il faut venir compléter des cocktails de mobilité. La voiture, elle sera encore là, mais il faut la mettre à sa juste place. Et donc, ce qu'on a fait avec les équipes, Isabelle a rencontré Caroline il y a quelques temps, et effectivement, qui m'a aidé, et qui était là, qui est designer de service, mais d'autres. On s'est dit, il faut qu'on retravaille from scratch ces sujets-là. Et alors, mon discours a beaucoup changé au bout de 5 ans, hein, parce que moi, je suis né dans la ruralité, en Périgord. J'ai été enfermé par mes parents dans une ferme de bobos pendant, voilà, mais donc j'ai connu ça à l'adolescence. Ils m'ont dit après qu'il avait fait exprès, mais bon, ça c'est autre chose. Voilà, mais depuis, je suis urbain. J'ai vécu 20 ans à Paris, j'ai vécu à Reims, j'ai vécu à Nantes 4 ans, et là, je suis à Rennes. Et voilà, bon, donc, j'ai pas aujourd'hui une pratique de la ruralité et du déplacement et du quotidien. Tu m'arrêtes, hein, ou parce que là, je peux partir pendant... Non, c'est important de savoir d'où on parle. Ouais, mais je vais aller vite. Voilà, bref. Et donc, on s'est dit, toutes ces mobilités, on entend le vélo, c'est génial. Ouais, mais le vélo, c'est pour les bobos parisiens en ville, c'est pas pour la ruralité, parce que la ruralité, les routes, elles sont faites pour la bagnole, elles sont pas faites pour le vélo. Moi, ma mère, qui a 80 balais aujourd'hui, elle me dit, mais moi j'allais à l'école en vélo, 8 km le matin, 8 km le soir, et tout le monde faisait comme ça, et ça posait aucun problème. Ok. Je suis d'accord. Non, mais on est d'accord. Je vais y venir, mais on est d'accord. Mais il n'empêche que le vélo, il n'a pas été inventé pour la ville. Les ouvriers dans l'usine qui était du coin et tout ça, le vélo, il était là pour eux. Il n'était pas là pour la ville au départ. Le transport à la demande, dont tout le monde dit c'est du Uber, c'est du machin et tout ça, machin et tout, qui est aujourd'hui customisé et designé pour l'urbain. Mais au départ, le transport à la demande, c'était du rural. Et il était soit par des collectifs qui étaient là, soit par l'entreprise du coin qui mettait en place la navette de l'entreprise. C'était ça le transport à la demande. Et c'était fait et designé, on emploie des termes aujourd'hui, mais à l'époque c'est ça, pour la ruralité. Et ainsi de suite. Et ça, je peux le décliner. Sauf que la bagnole est arrivée, et que la bagnole, elle a tué tout le reste. Parce qu'on a construit tout un système autour, les industriels, machin. Bon, je ne vais pas faire mon radical de gauche ou ce que vous voulez ou tout ça, mais en tout cas, bon, il y a eu à un moment, effectivement, tout un complexe, à la fois intellectuel, économique, qui a mis en place le système voiture. Le système voiture, au départ, il tuait des gens, hein. Et on a renversé toute la preuve de dire mais la bagnole c'est génial et tout le reste c'est pas bien. Et on invente le code de la route non pas pour protéger les gens mais pour mettre la bagnole en place. Bon bref, vous avez compris ce discours et vous le connaissez aussi. Et tout ça, ça a enlevé toute la biodiversité modale qui existait dans la ruralité et la bagnole est arrivée. Et aujourd'hui on a 90% de part de la voiture dans la ruralité. Je reviens sur mon propos. Et donc on s'est dit, si je devais réinventer le vélo, réinventer le transport à la demande, réinventer le covoiturage, réinventer là, pour la ruralité, comment est-ce que je fais? C'est-à-dire que je ne vais pas importer Uber dans la ruralité, ça ne marche pas. Je ne veux pas inventer le vélo de l'urbain aujourd'hui pour le remettre là, ça ne marche pas. Donc comment je fais? Et donc voilà, ça a été mon boulot pendant 5 ans. On a retravaillé, et là je vais passer vite parce que ce n'est pas l'objet, voilà, mais on a réinventé, je vais prendre 2-3 exemples. Sur le transport à la demande, on s'est dit, on repart de zéro. Alors, comment on fait? Et donc, on est allé chercher dans des territoires et on a mis en place des nouvelles façons de produire du transport à la demande avec un design de service, avec un besoin et un usage qui
est calqué ou qui répond vraiment à quels sont les usages. Après, je ne vais pas me faire des amis, mais tant pis. On dit toujours, quand tu vas voir le maire du coin, le président de l'interco, ah, mais chez nous, c'est pas pareil. C'est vrai, c'est jamais pareil. Sauf que quand même, le matin, la plupart des gens, ou des étudiants ou des jeunes, ils vont à l'école ou au boulot. Le soir, ils rentrent chez eux. Et entre-temps, tu as besoin d'aller boire un coup, t'alimenter, un rendez-vous de service ou de santé. Et voilà, bon. Et tu vas au foot, et tu vas à la bibliothèque et à la piscine et machin, selon ce que t'aimes, ou jouer du tuba ou de la guitare. Enfin bon, voilà. Grosso modo, à nos besoins, on les connaît. Enfin, besoin de sociabilité, besoin de loisirs, besoin de s'alimenter, besoin de santé, et besoin de rentrer chez soi et d'aller au boulot. Enfin, on va les résumer. Donc, on les connaît, ces besoins, et les déplacements qui sont associés à ça, grosso modo, ils sont connus. Donc le transport à la demande, notamment dans la ruralité, quand on est à la SNCF, on dit « Ah, monsieur, on veut mettre du transport à la demande pour faire du rabattement vers la gare. » Mais le maire, il est ravi, il dit « C'est génial, top, du rabattement vers la gare, ça va renforcer, développer l'attractivité de mon train, c'est important le train, machin et tout ça. » Sauf que c'est super riche de dire à un maire rural ou à une interchorale de dire « Je te mets une solution pour un besoin. » Donc le mec, il va payer un transport à la demande qui coûte très cher, le transport à la demande, pour juste aller à la gare. Il faut mettre en place une solution pour répondre à une diversité de besoins maximum. Que ce soit du transport à la demande pour aller à la gare, c'est très bien. Mais le transport à la demande qu'il y a là, pourquoi est-ce que tu ne peux pas aller au Leclerc du coin, au Super U, au tabac, à la mairie, et ainsi de suite, et aller voir ta grand-mère, aller voir ta fille, machin et tout ça. Donc nous, on a travaillé avec ça en disant, je ne fais pas une solution parce que je suis SNCF pour la gare, je fais une solution pour développer et répondre à l'ensemble des besoins. La solution, c'est les solutions. Et si tu ne réponds pas à un maximum de besoins, tu as un truc qui reste dans sa niche, qui est utilisé 3 fois de temps en temps par la personne qui a besoin d'aller à la gare, et le reste du temps, ça ne marche pas. Que si tu foisonnes, là je ne vais pas rentrer dans les détails non plus, mais donc on a mis en place un semainier, on a fait ce qui se fait pas, parce que quand tu parles à des transporteurs urbains qui font du TAD, que ce soit nous, Keolis, mais la concurrence, RATP, Transdev et tout le monde, on te dit, bah oui, non, mais il faut surtout que ça soit de prix unique, parce que les gens ne comprennent pas. C'est pas un prix unique, et si c'est pas assis sur le truc du bus, les élus, ils n'en veulent pas. Et moi, j'ai fait un truc où il y a 2 euros, 5 euros, 7 euros, parce que selon là où tu vas, à l'heure où tu vas, et ben, pour pouvoir pas faire du taxi, j'ai besoin de faire ce qu'on nous interdit de faire en marketing, de contraindre la demande. Tu es dans un espace dispersé, peu dense. Si tu fais du TAD comme tu fais dans l'urbain, eh ben, tu as un chauffeur avec un mec derrière, quoi. Et donc tu fais du taxi, allez monsieur, on y va. Ça coûte très cher, ça sert à rien. Enfin, ça sert à rien. Ça répond aux besoins de la demande de la personne qui a demandé le truc. Donc du coup, tu contrains la demande. Et pour contraindre la demande, tu redesignes ton truc et tu dis, si vous allez le matin à la gare entre 6h du mat et 8h, et que vous partez de chez vous pour aller à la gare ou que vous allez de la gare vers quelque part, c'est 2 euros. Tu as le droit d'aller à la gare en dehors de 6h ou 8h, mais c'est 5 euros. Pareil pour, alors on appelle ça des POI, Point of Interest, du territoire, de dire si tu vas à la mairie, si tu vas au Leclerc, si tu vas au boucher, si tu vas nanana, et tu contrains en disant le lundi c'est matin service, après-midi loisir, le mardi c'est l'inverse, ainsi de suite, tu fais ça en quinconce, et tu dis aux gens voilà, tu peux aller à la mairie, si c'est de 10h à midi le lundi, c'est 2 euros. Si tu peux y aller si tu veux à 15h, mais ça sera 5 euros. Voilà, donc on adresse ça bien évidemment d'abord aux gens qui sont, ce que vous avez sans doute parlé, des éconduits de la voiture, de ceux qui n'ont pas le permis, enfin de ces fameuses assignés à résidence. Donc d'abord cette mobilité vers cette population qui n'ont pas accès à la voiture, pour plein de raisons. Donc on s'adresse d'abord à ces gens qui sont du coup, qui peuvent bouger en se disant oui, moi je vais plutôt aller là prendre mon rendez-vous parce que c'est 2 euros plutôt que... Bon voilà, enfin vous avez compris. Ça marche, quand on le met en place, je l'ai mis en place pendant 1 an et demi dans la Sarthe, 100 km², 16 000 habitants. 100 km², c'est la surface de Paris, 16 000 habitants. OK ? Ça marche. Quand je dis que ça marche, et j'ai fait une réplique en Seine-et-Marne, pays de Meaux, pays de l'Ourcq, 350 km², 180 000 habitants, ça marche. 6 mois. Et donc, quand je dis que ça marche, c'est qu'on arrive à avoir des indicateurs de performance, parce que, toujours pareil, qui sont semblables à ce qu'on trouve dans les petites villes. Quand je dis dans les petites villes, c'est des petites villes où il y a du réseau urbain, de bus, et du TAD qui est mis en place par les fameux opérateurs Transdev, RATP, machin et tout ça, et Keolis. Voilà, on arrive donc avec
ces solutions-là, avec cette façon de designer, cette façon de prendre en compte les besoins, les usages, et donc de designer une solution pour ces territoires, à des performances commerciales qui s'approchent à ce qu'on trouve dans des villes, dans des petites villes. J'ai fini avec le TAD. Je continue ou... Ouais. Tu vois, assieds-toi. Non, mais... après, on s'est dit, bon, ok, le TAD, mais le TAD, c'est simple. Non, en fait, on était dans la Sarthe avec une des collègues, et puis on avait donc fait le TAD, on avait tenté aussi du covoiturage, ça n'a pas marché, une expé qui n'a pas marché. Non, faut pas dire ça comme ça. Perrine, elle serait pas contente. Ça a super bien marché parce qu'on est allé craquer ce qu'on voulait craquer, mais on n'a transporté personne. On pourra reparler de l'expérimentation, c'est ça que tu disais. Ça y est, je me souviens, c'est ça dont tu voulais que je te parle. J'y reviens après sur l'expé. Je vais juste finir mes 2-3 trucs et après je reviens sur l'expérimentation. Hein ? C'est pas une expérimentation à la marche, c'est une expérimentation que ça marche. Ouais, ça marche sur le protocole d'expérimentation, ça marche pas dans la vraie vie. Mais on va y revenir. Donc on avait mis en place plusieurs expés de covoiturage, de machin et tout ça. Et là en fait aussi, je suis revenu, j'ai dit mais en fait on est très très con. Pourquoi est-ce qu'on cherche à mettre en place des solutions ? Parce que quand on met en place des solutions, on trouve qu'elles sont géniales, qu'elles sont vachement bien faites, qu'elles sont designées, qu'elles répondent à un besoin. Et quand on fait des ateliers de co-construction, puisqu'on est dans les méthodes design, on est à l'école design de l'Atlantique, machin et tout ça, et tout le monde dit mais c'est génial votre solution, ouais c'est super, vivement qu'elle soit là et tout, machin et tout. Puis quand on la met en place, tout le monde regarde le truc et dit mais c'est génial pour les autres. Mais moi, je le prendrai quand j'aurai plus de voiture, ou quand je pourrai plus. Oui. Ouais. Le dire, le faire, le trouver génial et bon voilà. Et donc là, on a commencé à se dire qu'il faut qu'on arrête de faire des solutions. Il faut qu'on prépare la mise en place des solutions. Et par exemple, dans la ruralité, et là je parle avec des gens, j'ai bien compris, qui connaissent ça mieux que moi, le mobilier urbain. D'ailleurs, le mobilier rural n'existe pas. On parle de mobilier urbain. Non, mais je fais exprès, je suis assez binaire. Hein ? Mais il est vieux quand il existe. Parce que la plupart du temps, il n'existe pas. La plupart du temps, quand vous connaissez l'usage et que vous allez dans un village, on te dit, alors, le transport scolaire, il s'arrête où ? Là. Mais là où ? Tu vois, là, le zébra, là ? Non ? Il y en avait un, peut-être, voilà. Il s'arrête où ? Là, devant le calvaire. Le calvaire, ça, j'ai été mobilier. Le calvaire, c'est un calvaire. Oui, mais il s'arrête là. Mais comment tu... les gens, ils savent que c'est là. Il y a un usage. Et c'est le banc, devant la poste, l'agence postale communale. Voilà. Dans le meilleur des cas, tu as, effectivement, alors l'abribus en plexiglas du transport scolaire qui a été déployé à une époque. Tu as la fameuse aubette en béton des années 60. Aubette, c'est une marque, hein, c'est le nom de la boîte qui avait développé ça, aubette. Voilà. T'as un mât qui traîne, t'as une sucette, un machin, enfin voilà, t'as le truc en paille, le truc en bois, enfin tout ça. En tout cas, le mobilier n'existe pas et n'a pas été pensé, alors qu'en ville, non seulement tu as les solutions, mais quand les solutions elles sont pas visibles et qu'elles sont pas là, tu as le truc qui te dit que là il y a du covoiturage, tu as le truc qui te dit que là il peut y avoir une autopartage, par terre, machin et tout. Enfin, le mobilier a été repensé et il y a une porte d'accès en fait vers un transport et des déplacements, même quand ils sont pas là. Et donc on s'est dit, il faut qu'on fasse ça pour la ruralité. Il faut qu'on invente du mobilier rural qui vienne signaler de façon permanente dans la géographie, dans le paysage, ça, pour que ça rentre dans le paysage cognitif des gens. Et donc on a mis en place, c'est celle dont sans doute je suis le plus fier, parce qu'elle ne peut que marcher, même si on ne l'a jamais déployée encore, enfin si on l'a fait en vrai, mais bon voilà, des stations rurales de mobilité. Mais on va revenir sur l'expé. On appelle ça des stations rurales de mobilité. C'est quoi ? C'est un truc tout con, hein. C'est designer un mobilier qui peut être très frugal. Ça peut être un truc qui coûte 200 €, enfin peu importe. Il faut un lieu signifiant quelque part qui fasse de la centralité sur les mobilités. Quand on dit qu'il fait de la centralité sur les mobilités, ça veut dire quoi ? Le premier frein à la mobilité, c'est l'accès à l'info. Donc il faut que tout ce qui est déjà là, j'appelle ça le déjà là, parce qu'il y a toujours déjà une histoire avec la mobilité et le territoire,
Eh ben, qu'est-ce qui existe? Il existe forcément quelque part une espèce d'arrêt de car interurbain qui est à quelques kilomètres ou qui est là. Il existe forcément, à moins de nana, une gare. Il existe forcément une expérimentation ou une navette que la mairie met en place, du vélo, enfin bon, bref, il y a des choses. Il y a du déjà là. Il faut le montrer. Il y a forcément une carte de la région qui dit que tu as un réseau de train, tu as un réseau de bus, alors il est plus ou moins loin, plus ou moins accessible, mais il est là. Une fois que tu as mis le déjà là et que tu as concentré toutes les informations sur ce déjà là, tu viens, en fonction de la typologie du territoire et des besoins, rajouter des trucs et des couches. Tu parlais des biclous. Mais nous, on appelait ça les vélos du coin. Et les vélos du coin, il y a toujours des vieux vélos cassés partout, dans toutes les fermes, hameaux, machins et maisons dans le coin, qui sont dans un coin. Tu dis aux gens, ramenez-nous nos vélos. Tu trouves une assoce, il y en a toujours une qui est là, ou quelqu'un qui s'est réparé, ou un employé municipal du coin, et machin et tout. On répare les vélos, et on les met en place. Tu as un code à la mairie, alors oui, on va nous les voler, on les machin, tu t'en fous, tu en as 3-4 de réserve, et en attendant que, ça fait une mobilité vélo du coin, le plus frugal. Et tu montes en gamme. Et tu dis surtout, il faut institutionnaliser l'autostop, le covoiturage, tu appelles ça comme tu veux, du moins organisé au plus organisé, en signalant ce truc-là. Mais l'institutionnaliser, dire aux gens, c'est bien de covoiturer, c'est bien d'autostopper, et de montrer, et en général, je suis désolé, mais tous les villages de France, ils sont faits de la même façon, même si c'est toujours différent. Ok. Mais grosso modo, tu as soit une croix, soit un truc en 8, soit un machin, tu as une entrée, une sortie, 2 entrées, 3 sorties, 4 entrées, 4 sorties, tu les as. Et c'est pas la peine de faire des diagnostics de malades dont je vends. Je vends diagnostic de mobilité, je suis dans une boîte de conseil. Tu vas avoir le maire du coin, tu vas avoir les habitants du coin, tu leur expliques c'est quoi les flux de mobilité. Ah ben c'est le nord, le sud, le machin et tout ça, et ça suffit. Et tu mets des panneaux disant c'est bien de covoiturer, c'est bien de machin. Ça institutionnalise le truc, ça le montre. Et tu montes toujours en gamme. Après, tu peux mettre du vélo électrique, du vélo machin et tout ça. On a mis des longues tailles, on a mis des cargos, on a mis des vélobus, 8 places pour des gamins, machin. On a testé plein de trucs. Et l'autopartage. Et là, on arrive sur nos sujets des AMI, des VLI. On a testé, et là, je suis très très fier. Il y a des gens de l'extrême défi, de l'ADEME ici? Pas encore, ils sont pas là. Bon, alors, je peux me lâcher. J'aurais bien voulu qu'ils nous labellisent et qu'ils viennent nous mettre un peu de sous et qu'ils nous aident, mais ils n'ont pas voulu. Et tant pis, on a été les premiers à mettre en autopartage le live d'Avatar, homologué, et qui roule tout seul, enfin tout seul, il y a des gens dedans, mais pas juste en WW, machin et tout ça, pour de vrai. Là, au mois, on est en 2025, d'avril 2025. Voilà. Donc on a testé tous ces trucs-là. Et tout ça fait centralité dans le même point. Et on a un parcours de réservation. Alors, gros sujet, le parcours de réservation. Le digital, le physique, le figital, le machin et tout ça. Quand, je ne l'ai pas dit, mais toutes les expés qu'on fait dans cette ruralité, elles ont encore un moyen physique d'accéder et de réserver. Quand j'ai un moyen physique, ça veut dire un téléphone. Un téléphone, pas un smartphone, un téléphone. Le smartphone, le taux d'équipement, c'est plus compliqué. Mais le téléphone, tout le monde aujourd'hui, quasiment, a au moins un téléphone. Et donc, on a moyen soit de réserver au téléphone avec quelqu'un qui est à... Philippe ou je sais pas qui répond que oui madame, machin, on va vous réserver le truc et tout. Et ça se termine par un code SMS qui permet d'ouvrir soit l'abri sécurisé du vélo, et avec toutes les typologies de vélo qu'il y a, soit la boîte à clés d'AMI, Citroën ou du VLI, une boîte à clés avec un code, machin, et là tu prends ton truc et tu pars avec. Voilà. Donc, un même parcours de réservation, il y a une appli digitale, parce qu'on fait toujours une appli digitale maintenant quand on fait un service, mais tu as aussi le moyen... qu'on appelle physique, avec le code. Alors, bon voilà, et puis je pourrais vous parler des expés pendant 5 ans, et puis ça m'a passionné. Les expés, ça marche pas. Les expés... Non mais peut-être que vous allez en parler aussi là. Non, mais continue sur justement l'expé qui marche, mais qui marche pas, mais qui est super bien. Alors, je vais vous parler du covoiturage, et je vais vous parler de ces fameuses stations, mais pour vous dire que quand on arrive, on se croit les rois du pétrole, enfin... Toi, de bonne foi, tu as designé ton truc, tu as fait ta co-construction avec les habitants, tout le monde te dit c'est génial, ça marche, c'est simple, c'est bien et tout. Donc c'est innovant, c'est sexy, tu as pris des designers de folie chez Arep, qui est la boîte de chez nous, qui savent faire machin, ouais, on va prendre du métal machin parce que c'est les codes du matériel agricole et machin, puis on va faire du vernaculaire avec de l'osier parce qu'on est dans le pays de l'Ondivisio et l'osier, ça parle aux gens, enfin... Vous imaginez pas, on a fait je dis ça aujourd'hui, on a fait le collier de la vitrine Chaumet, là, place Vendôme.
qui a le truc génial, qui brille, qui est beau, qui coûte très cher, mais c'est de l'expé. On a le droit, c'est de l'expérimentation. Voilà. Et on le met en place, et machin, tambour et trompette, la mère du coin, le machin, le truc et tout ça, et on y va. Et là, on commence. Ça marche moyen quand même, notre truc. Ouais, alors il y a peu de flux, on est dans un village de 900 habitants, on n'a qu'une station là, il faut aller chercher le truc et le ramener au même endroit, parce que c'est de l'expé, donc on n'est pas sur un effet de réseau. Il y a plein de facteurs qui font que l'expé fait qu'elle est moins attractive que du service et de la mise en réseau. Mais quand même. Et puis là, on a une doctorante cifre en psychologie sociale comportementale avec l'Université Rennes 2 qui est sur son terrain d'enquête aussi et qui commence à revenir avec le premier truc. Elle me dit, il y a quand même un truc un peu, c'est que les gens ils disent que c'est stigmatisant d'utiliser ça. J'ai comment c'est stigmatisant d'utiliser ça? C'est ce que j'ai vendu la mèche tout à l'heure, pardon. Mais en fait, ils disent, ouais, mais moi ça je l'utilise quand je pourrais plus utiliser la voiture. C'est stigmatisant d'aller utiliser un vélo, machin, une AMI, truc, alors que t'as une bagnole. Ah, putain, celle-là, on l'avait pas vu venir. Hein. Alors que tout le monde disait que c'était génial, notre truc. Mais c'est génial pour les autres. C'est génial quand t'as pas de bagnole. C'est génial quand t'es, un handicapé de la mobilité. Parce que c'est ça, c'est stigmatisant. Eh ben ça, va le travailler, mon gars, ce PowerPoint-là. Point dur. Et là, c'est là où j'entendais tout à l'heure, mais moi je dis, mais le jour où Taylor Swift elle est sur la Biro, mais là on a gagné quoi. Tout le monde va vouloir ta Biro, machin, parce que t'as Beyoncé ou Jul ou machin et tout ça, voilà. Mais tant que t'es pas là, ça restera la boîte à savon, le truc qui bidouille, le truc pour ceux qui n'ont pas de bagnole et tout ça. Le jour où on arrive à faire venir Taylor Swift à Millau sur un VLI, machin et tout ça, ben là c'est bon. Bon, bref, voilà. Vous avez compris mon propos, hein. Encore une fois, je suis un peu binaire, mais... deuxième truc sur ces fameuses stations rurales de mobilité. Stations rurales de mobilité. Et là, je reprends ma casquette de Parisien, avec à son bureau à Saint-Denis, machin, avec des équipes, truc, et même si on est très affûté sur les sujets de mobilité rurale, on appelle ça des stations rurales de mobilité. Et ben, il y a des gens qui disent, mais vous nous prenez pour des cons ou quoi? C'est pas du tout un truc rural, votre machin, là. Ah bon? Ben non. Attends, c'est en plein bourg. 906 habitants. Hein. 906 habitants. Bah oui, c'est en plein bourg, oui. Où est-ce que vous voulez que je le mette? Ah ben moi j'habite au hameau des Charmettes, à 2 km. C'est moi la ruralité. Ok. Non mais voilà, enfin, ça c'est la vraie vie aussi de l'expérimentation. Troisième expérimentation, je vous ai dit qu'on avait mis en place le live d'Avatar. Vous pouvez aller voir sur le site internet Avatar. Ils sont labellisés Extrême Défi, machin, ça, ils ont tout ce qu'il faut et machin. Bien évidemment que eux, ça fait 10 ans, non, pas tant que ça, mais des années qu'ils sont sur la conception. Mais comme tous les autres, hein, de leur live et ça, ils trouvent ça génial. Ça monte à je sais plus combien de kilomètres heure, c'est à l'autonomie qu'il faut, pardon. Donc 90 km/h sur des routes à 80. Performance, robustesse. Bon bref, on y reviendra plus tard. Mais c'est bien. Enfin, non, tu me dirais il y a des routes qui vont encore à 90 km/h, effectivement. Bon voilà. Et Frédéric Mourier, voilà, un gars avec qui je m'entends très bien, on a bossé longtemps ensemble et tout, et donc il est super content, ouais, on va mettre un truc en place, protocole d'expé, les gens ne vont pas l'utiliser et tout, les gens l'utilisent. Mais les gens l'utilisent, ils disent, mais c'est dangereux ce truc là. Comment ça c'est dangereux? Je me sens pas super sécurité quand même. Hein. Et là, et pardon Frédéric serait là, mais je le dirais de la même façon, les gens qui conçoivent les VLI sont autistes. Parce que ce qui compte, c'est leur petit bijou. Pardon, hein, mais Frédéric, les gens ils disent qu'ils se sentent pas en sécurité. Mais c'est pas possible. On a roulé 40 000 km depuis 2 ans avec. Moi j'adore, j'ai les cheveux dans le vent, on va à la mer et tout, et j'ai jamais eu aucun accident. Je te crois. Mais moi j'ai 5 personnes qui l'ont testé, 5 personnes qui me disent qu'elles ne sont pas en sécurité dans ton truc. C'est la même question pour les vélos. Mais c'est pareil pour plein de choses. Là, je prends les VLI parce qu'on est extrême défi et que j'aime bien gratter et que, pardon, mais et je suis désolé, mais on l'entend pas. Elle dit non, mais c'est pas possible. Mon truc, il est sécure, j'ai jamais eu d'accident, j'ai jamais eu de machin. Ok, bon voilà. Des exemples comme ça, je peux vous en donner, mais 10 000. Sur le covoiturage, je finirai peut-être avec ça, sur les expés. Donc, ce qu'on a voulu mettre en place sur ce qu'on appelait les pro-voitureurs, pardon, je vais prendre 5 minutes de plus pour l'expliquer, mais sinon vous n'allez pas comprendre les remarques après. On était assis en train de bouffer des sandwichs avec Perrine, enfin une autre de mes... on était dans l'Aude, du côté de Carcassonne et de Limoux.
Et il y a plein de bagnoles qui passent, en fait, sur ces routes rurales où on dit qu'il n'y a personne. Mais quand je dis plein de bagnoles, c'est plein de bagnoles. Alors oui, on pense à la poste, on pense aux trucs de livraison, au service à domicile, au service à la personne, mais tu as des géomètres experts, tu as des entreprises du bâtiment, enfin, tu as toute la vie locale et tu as les gens qui passent. Sauf que ce sont des bagnoles professionnelles, pour des usages professionnels, durant des trajets professionnels. Et que le mec tout seul, ou la nana toute seule dans sa voiture, à deux, elle a 4 places, ou 2, et elles sont vides. Et elles sont fermées aujourd'hui à l'usage d'autres personnes, de covoiturage. Je me dis, putain, mais c'est quand même con, parce que les bagnoles, elles sont là, les places, elles sont là, et elles roulent, et ça coûte pas plus cher. Donc on s'est dit, allez, on teste. Donc on est allé d'abord dans l'autre, mais psychologie du territoire, pas bien pour le covoiturage. Hop, on a fait bosser des anthropologues. Hein. Les TOS, ils sont géniaux. Je ne sais pas si tu les connais, mais voilà. Ils nous ont fait l'étude anthropo-ethno, nanana, en disant ouais, le covoiturage, ça va être compliqué là sur ce territoire. C'est pas très instauré dans la pratique. Donc faire une expé en plus sur un truc où il n'y a pas déjà des pratiques d'autostop et de covoiturage, ça va être compliqué. Ok, bon, on va aller, pour d'autres raisons, on est allé ailleurs. On est allé ailleurs. Et là, ils nous ont dit pareil. Ils nous ont dit ça va être un peu compliqué aussi celui-là. Bon, bref. On l'a quand même fait là. Et donc l'idée, c'était d'aller chercher des entreprises du coin en disant, est-ce que vous êtes OK pour ouvrir au covoiturage vos trajets professionnels? Pas tous, certains. Ceux qui sont sûrs, pas sûrs, vous l'ouvrez quand vous voulez. Ouais. Une question assurance, parce que moi je me suis posé la question. Ah oui. Alors, on y va sur l'assurance. L'assurance, c'est très simple. Si tu es un espèce d'auto-entrepreneur dont, en fait, quand il y a le même nom entre le patron de la boîte, le propriétaire de véhicule et le propriétaire de l'assurance, il suffit que le mec il le décide. Ouais, il appelle son assurance. Quand tu as un bon assureur, il y en a. Il te dit, ok mon gars, vas-y. Quand tu as un mauvais assureur, il te dit, oula, covoiturage, trajet pro. Non. Il y a énormément, je dis ça, et à la fois je ne les ai pas encore trouvés, mais il faudrait que je cherche. Il y a des études qui démontrent que quand tu es en situation de conduite avec du covoiturage, ton attention est beaucoup plus affirmée, tu as beaucoup moins d'accidentologie. Les mecs, ils devraient inciter, les assureurs, ils devraient donner des bonus pour ceux qui ouvrent le covoiturage dans les trajets pro, parce que je suis sûr que, en fait, il y a moins d'accidents. Sauf qu'aujourd'hui, et j'ai bossé à la SNCF pendant très longtemps, et en fait, j'y suis encore un peu, même mon expé à moi, porté par j'ai pas réussi à foutre les véhicules de la SNCF. Le patron local de la Poste me dit, mais c'est génial votre truc, on y va. Et puis au bout de 3 mois, il me dit, ouais, ça va être compliqué parce que la direction des risques et assurances à Paris, là, ils veulent pas. J'ai dit, j'ai la même. Donc voilà, pour répondre, c'est que plus tu montes dans des gros groupes où tu as une différenciation entre qui est sur la carte grise, carte verte, qui est le conducteur et machin, et que là, tu as 3 personnes différentes dans la tête, ça marche plus. Voilà. Et il y a un frein qu'on n'a pas totalement réussi à lever, mais on sait le... Oui, pardon. Avec les voitures de location, c'est pareil. C'est pire. Voiture de location pour un trajet pro, etc. Après, très clairement, c'est pas un vrai frein. Il est dans la tête. Hein. Il est dans la tête. Juridiquement, assurantiellement, c'est vraiment très accessible et faisable. Je vais finir. Et donc, on a eu un panel. On a eu un panel d'entreprises et on a monté l'application. On avait Mobicop comme opérateur sur le covoiturage. Voilà, machin, ça, parce qu'on n'est pas Castel-Sarrazin, siège de Mobicop aussi. Je vais vite. Et on a réussi en fait. On a vachement réussi. On a eu sur toute l'expé 10 000 trajets proposés, offerts par les boîtes. Et ils étaient prêts aussi, on a 300 pages de littérature, à faire du détour, à aller chercher, à poser, à machin, à ouvrir et tout. Donc un gisement de 10 000 trajets, contrairement au covoiturage classique en plus, parce que le covoiturage classique, c'est le matin et le soir. Ta bagnole, encore une fois, c'est différent partout, mais c'est un peu pareil aussi partout. Le matin et le soir, tu utilises ta bagnole. En journée, moins. Donc le covoiturage, tu l'offres le matin et le soir sur les pointes. Là, c'est toute la journée qu'on avait des offres. Donc pour jouer sur les creux, les machins, ça venait compléter, mais de fou, quoi. Et donc on a transporté 0 personne. 6 mois, 0 personne transportée. Aucun habitant. Merci pour cette... Tu as besoin de communicants.
Bon, et puis sinon, il fallait que je vous parle de Place des Mobilités, dont je suis l'animateur et très très fier. Mais Isabelle et Estelle et d'autres peuvent vous en parler. Communauté nationale, il y a une page LinkedIn, c'est tout. Il n'y a pas d'adhésion, il n'y a rien, c'est informel. Mais voilà, où on bosse aussi sur ces jeux de mobilité rurale. Merci. Merci beaucoup, Laurent. Je crois que ça donne... Je prends des questions.